Bonjour à toutes et tous. Alors d'abord, avant de lancer ce nouvel épisode d'Histoire d'Auto, je pense vous être redevable de quelques explications. Ça fait quelques mois que vous n'avez pas eu de son ni d'image, et d'ailleurs vous étiez quelques-uns à m'avoir envoyé des messages pour me demander si tout allait bien, si j'avais lâché l'affaire ou pas. Je vous remercie d'ailleurs, à chaque fois ça m'a beaucoup touché. Alors non, j'ai pas lâché l'affaire, la preuve, voici un nouvel épisode. Simplement, ce podcast, c'est à la fois beaucoup de plaisir, de rencontrer des gens passionnants, d'apprendre plein de choses, de découvrir des beaux parcours, d'entendre des anecdotes incroyables. En même temps, c'est du travail, et je suis pas rémunéré pour, donc je fais ça complètement par plaisir. À côté de ça, j'ai des obligations professionnelles et personnelles, sur lesquelles évidemment, pour des raisons que vous comprendrez bien, je n'ai pas l'intention de lésiner. Donc voilà, j'ai décidé déjà depuis un petit moment de relâcher un peu le rythme, hein. Vous vous souvenez, l'époque où je vous disais un épisode les premiers 15 du mois, bon, ça fait déjà longtemps qu'on n'est plus sur ce rythme-là. Ce que je vais faire, c'est que je ferai un épisode quand j'aurai trouvé un invité intéressant, un ou une invitée, quand j'aurai des bonnes questions à lui poser, et que voilà, que ça reste un plaisir pour moi, pour mes invités, et puis du coup pour vous. Hein. Faut que moi, ce que j'ai envie, c'est que vous m'entendiez sourire dans ce podcast. Donc voilà, c'était devenu un petit peu le rythme commençait à me peser. Je vous cache pas, je vais être franc avec vous. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein. Il y en aura peut-être un petit peu moins des épisodes, mais peut-être de meilleure qualité, j'espère. En tout cas voilà, je reste au rendez-vous et d'ailleurs j'ai envie de dire assez parlé, hein, générique. Allez, c'est parti. Hello et bienvenue dans Histoire d'Auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invitée est tombée dans le sport automobile étant toute petite. Elle a commencé, comme il se doit, par le kart, poussant jusqu'au championnat du monde, tout en se mettant à rêver de Formule 1. Mais on le sait, le talent ne suffit pas et la compétition coûte cher. Tant pis pour le sport auto, mais tant mieux pour la presse auto qui a gagné une belle plume. Entrée à l'Autojournal en 2002, mon invitée en est devenue chef du service essai. Mais elle est aussi membre du Women's World Car of the Year, le prix 100% féminin de la voiture de l'année. Histoire d'auto, épisode 59 avec Mélina Priam, c'est parti. Salut Mélina. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. Il faut que je vous dise quand même, elle est super tendue là parce qu'elle est pas du tout visiblement à l'aise dans l'exercice de je parle de moi. Ça fait 10 fois qu'elle me dit, tu sais, j'aime pas trop parler de moi et tout. Je te rassure Mélina, les gens qui me disent ça en général, après ça fait des épisodes de 2 heures. Hein, donc, Non mais je peux être très bavarde, mais c'est vrai que c'est pas un hasard si je me suis cachée derrière un stylo, enfin derrière un ordinateur maintenant. Et si j'ai pas choisi un autre média que la presse écrite. Bon alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. La passion automobile, chez toi, c'est un peu une histoire de famille. Ton papa a touché un peu du sport automobile ? Oui, enfin, en tout cas, mon papa était passionné de sport automobile, passionné d'automobile. Il a essayé, lui, dans les années 70, de faire un petit peu de rallye. Mais bon, ce sont des passions qui coûtent de l'argent et du temps. Et après, bon, on travaille tous. Mais c'est vrai qu'après, quand moi j'étais enfant, il m'a transmis ce virus. Il m'a proposé, enfin voilà, tout a commencé avec un si t'es sage, je t'emmènerai faire du kart. Très honnêtement, je ne savais même pas ce que c'était qu'un kart. Il roulait sur quoi, lui ? Il roulait en rallye ? Il a fait un petit peu de rallye, il avait une Simca. Ouais. 1200S, et il a fait à l'époque des rallyes qui peuvent paraître un peu exotiques parce que notamment il a couru en Nouvelle-Calédonie. Ah ouais. À l'époque où mes parents vivaient là-bas, et il avait essayé de faire le rallye local. Ah, c'est sympa ça. Oui, c'est sympa. Et puis bon, après mon père avait été élevé dans l'Isère où c'est bien connu, il y a quelques belles routes
pour faire du rallye. Donc alors, si t'es sage, t'auras droit à faire du kart. Ben voilà, a priori j'ai été sage et je me suis retrouvée, on va la faire courte, mais je me suis retrouvée sur un kart et ça m'a plu et après je dirais c'est un engrenage. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 10 ans, 11 ans et Ouais. j'ai commencé à faire de la compétition de kart régionale, j'avais 11-12 ans. Et puis après voilà, je pense que j'ai aussi une nature où la compétition m'a plu, le kart m'a plu. C'était une passion familiale, voilà, parce que mon père, ça lui plaisait aussi de s'engager avec moi. Et voilà, et ça a duré 7-8 ans. Et après, les choses font que quand on fait du kart, rapidement, on rêve de sport automobile. Et donc voilà, après, j'ai essayé de faire un petit peu de sport automobile. Et puis il faut beaucoup de talent, il faut de l'argent, il faut beaucoup de talent. Et après, les choses, elles se font pas aussi facilement. Donc, moi, à la fois, mes parents, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait du kart et j'ai fait du sport auto. Mais il n'y avait pas forcément les moyens d'aller au-delà. Il faut trouver de l'argent. C'est pas évident. Je dirais que, voilà, il fallait aussi que je travaille. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour rester derrière un volant. Mais t'as quand même atteint un certain niveau en kart. Tu m'as dit avoir été jusqu'en championnat du monde. Oui. D'avoir fait partie de l'équipe de France de karting. Oui, à l'époque, On parle pas de la petite course régionale. Non, ça s'enchaîne. On fait d'abord du régional. Rapidement, il y a ce qu'on appelle les championnats de ligue. Et puis, si ça se passe bien en championnat de ligue, on est qualifié en championnat de France. Et puis, si on est, voilà. Et puis, ça. Après, il y avait, je pense qu'il y a toujours des équipes nationales. Donc, on est sélectionné par la Fédération française de karting, qui est rattachée à la Fédération française de sport automobile. Et voilà. Et moi, j'ai fait deux championnats d'Europe, un championnat du monde. Voilà, donc ça reste... c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Et alors, quand t'arrives là en championnat du monde, et tu te dis, ok, la suite c'est quoi? La suite, c'est quoi? Mais c'est en fait, j'ai participé au championnat du monde, j'ai eu des résultats honorables, mais j'ai pas été titrée. Il n'empêche que quand vous êtes ado, vous rêvez d'aller plus loin, et c'est vrai que plus loin, quand on fait du karting, c'est de faire du sport automobile. Et je pense qu'il n'y a pas... tous les pilotes ont commencé par là. Moi, j'ai couru en kart avec des pilotes qui sont arrivés en F1 ou qui, en tout cas, sont devenus de grands champions auto. Comme qui, par exemple? Comme Stéphane Sarrazin, par exemple. Ouais. Sébastien Bourdet, on n'a pas roulé en kart ensemble. On s'est retrouvés plus tard en sport auto, dans les catégories Formule Renault et autres. Franck Montagny également, c'est quelqu'un que j'ai connu sur les pistes de kart. Voilà. C'est marrant. Alors donc tu as quand même fait de la monoplace? J'ai fait un petit peu de monoplace. La monoplace coûte très très cher. Oui. Donc j'ai fait une saison de campus qui maintenant s'appelle Formule F4, l'équivalent. J'ai fait un petit peu de Formule Renault. Et puis après, je me suis dirigée vers des coupes de marque en berline parce que c'était plus accessible financièrement. Mais forcément, après, c'est plus, je dirais, la voie royale que connaissent tous les grands pilotes. Et puis voilà, et puis il faut, encore une fois, trouver il faut des sponsors, du talent. Il y a le fait d'être bien placé dans une catégorie et d'avoir un bon résultat. Et puis il y a le fait d'être devant. Et il faut voir que... alors parfois, il faut le reconnaître, l'argent peut compenser un petit manque de talent, mais voilà, mais si tout n'est pas réuni, ça fonctionne pas forcément comme on le souhaite. Et puis voilà, et puis encore une fois, je me suis dit qu'à un moment donné, parce que parallèlement à ça, je faisais des études, et une fois que j'ai eu fini mes études, il fallait rentrer dans la vie active. Et la compétition automobile est encore une fois extrêmement chronophage. Et vous n'arrivez pas à faire une saison de sport auto quand vous débutez dans le métier, ou quel que soit le métier d'ailleurs. Oui, mais ça te laissait pas beaucoup de temps pour les études, et j'ai l'impression que t'étais pas forcément l'étudiante la plus assidue. J'ai pas été très très assidue, il faut le dire. J'avais des parents très très cool de ce point de vue-là. Je dirais quand même que jusqu'au bac, j'ai pas eu de problème parce que
parce que ça se passait bien, j'arrivais à travailler. Je travaillais sur les pistes de cartes aussi, à l'hôtel ou autre. J'avais beaucoup d'absences scolaires à cause justement des championnats. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas... les études, c'était... Même après le bac, c'était pas ma priorité. Je passais mon temps sur les pistes et à chercher des sponsors. Et comment je ne trouvais pas, mais bon. C'est une autre histoire. Et comment tes copains, tes copines de classe voyaient ça? Parce que tu devais être une extraterrestre pour eux, non? Oui, au lycée, j'étais un peu une extraterrestre. Il y avait un côté... alors il y avait forcément un côté de faire un sport que personne d'autre ne faisait. Et voilà. J'étais extrêmement chanceuse. Et voilà, j'étais toujours en décalage parce qu'à un âge où peut-être mes copines et mes copains de classe commençaient à sortir, à se retrouver à la sortie du lycée, moi je filais sur les pistes de cartes et en fait mes copains c'était mes copains de cartes. Ouais. Parce qu'on était tous, on avait tous cette vie d'adolescent un peu décalée. Alors il y a quand même un truc qui moi me marque. Forcément, toi, tu as rêvé de la Formule 1. D'ailleurs, alors, je vais ouvrir une parenthèse parce que tu m'as aussi avoué un truc que j'ignorais, c'est que quand tu étais ado, tu avais deux rêves de pilote, mais pas pour le même genre d'engin. Non, tout à fait. Pour moi, je voulais faire pilote de Formule 1 ou pilote d'avion de chasse. Fallait que ça aille très vite et que ça fasse du bruit. C'est un peu ça, oui, sans doute. Il y a de ça. Non, j'ai toujours aussi beaucoup aimé l'avion. Oui. Mais après, alors moi à l'époque, la chasse n'était pas ouverte aux femmes. Ça a dû venir très peu de temps après. Alors ça aussi, oui, on peut dire que ça a été une histoire de 4 ou 5 ans, je pense que Peut-être même moins que ça, parce que Caroline Egg, qui était la première femme pilote de chasse en France, je crois qu'elle a été brevetée quelque chose comme en 2002, un truc comme ça. Donc, oui, ça, mais ça fait 4 ans, c'est-à-dire que pour être pilote de chasse, il fallait s'engager dans ces études-là, rentrer dans l'armée juste après le bac, voire même un petit peu avant si on faisait un lycée de l'armée de l'air. Et moi, à l'époque, à ces âges-là, 17 ans, 18 ans... T'étais à fond circuit. J'étais à fond circuit, mais la chasse n'était pas ouverte aux femmes. Et c'est vrai qu'après, moi, je ne voulais pas m'engager dans l'armée pour faire un autre métier que pilote de chasse. Donc, ça, c'est le genre de truc qui doit décevoir beaucoup de recrues, parce qu'il y en a plein qui, effectivement, rêvent de devenir pilote de chasse, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Ben non, forcément. C'est pareil. J'avais un peu des rêves... Ah, mais c'est bien de voir haut, quoi. Voilà, exactement. Alors, on va revenir. Donc Formule 1, bon, on a compris, hein, t'as pas fait de carrière en Formule 1, malheureusement. Bon. Dans toute l'histoire de la Formule 1, depuis 1946, il n'y a eu que 2 femmes qui ont pris le départ de Grand Prix. On peut les nommer, hein, elles sont toutes les 2 italiennes, Maria Teresa De Filippis et Leila Lombardi. Cette dernière qui a marqué un demi-point. Oui, tout à fait. Comment ça fait? Il y a un plafond de verre pour les femmes en Formule 1. Comment t'expliques ça, toi, avec cette absence de femmes dans cette discipline, alors que par ailleurs, dans d'autres disciplines, il y en a. En endurance, par exemple, il y en a déjà beaucoup plus. Comment ça se fait? Oui, je pense que ça reste un milieu un peu machiste, même si j'aime pas ce terme, mais il y a un plafond de verre. Et puis, il y a déjà peu de femmes qui se lancent dans le fait de vouloir faire du sport automobile. Maintenant, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'à un moment donné, ce plafond de verre, il va éclater. Mais il y a... Je veux dire, si vous avez une compétition de karts ou de sport automobile dans une catégorie inférieure à la Formule 1, si vous avez 100 participants, vous allez peut-être avoir 10 femmes engagées. Donc forcément, après, pour arriver à la F1, c'est une espèce de chose pyramidale. Quand ça écrème, pour accéder au Graal, forcément, c'est toujours un homme. Mais il y a aussi, il y a un plafond de verre, parce qu'il y a ces idées reçues sur le physique, sur le fait qu'une femme ne va pas pouvoir conduire une Formule 1. Moi, ça, j'y crois assez peu, quoi. Parce que physiquement, même si on le voit, et notamment sur les machines actuelles, il faut une super condition physique. Je pense que ça reste une condition physique qui est accessible pour une femme. On n'est pas sur des sports où vraiment le physique
Oui, il faut pas lever de la fonte. Il faut pas lever de la fonte, il faut pas. C'est même pas comme en athlétisme où effectivement la structure musculaire est directement liée aux performances. Mais voilà, en F1, une femme peut très bien conduire une Formule 1. Oui. Et je pense même les femmes sont plus endurantes. C'est aussi peut-être pour ça qu'on arrive, ou qu'elles percent mieux dans les courses d'endurance, aussi parce que ce sont des courses, j'irais en équipage. Ouais. Donc elles... Il y a plus de chances de toucher un volant. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, elles sont plus endurantes. Et, peut-être plus et peut-être dans le travail d'équipe aussi. Oui, plus avec la notion de travail d'équipe. On travaille mieux en équipe. C'est un truc d'égoïste, la Formule 1. Tous les sports individuels sont des trucs d'égoïste. À partir du moment où le but du jeu est de gagner, il y a forcément une forme d'égoïsme, bien sûr. Mais les passions en général, sportives ou autres, sont égoïstes. C'est toujours difficile de partager une passion si l'autre n'est pas réellement passionné. Ça bouffe une passion. Voilà. À la fois ça nourrit l'être, mais ça bouffe. C'est toujours un équilibre assez compliqué à trouver. Alors je me suis amusé à faire des recherches et je suis retombé sur des trucs sur toi qui m'ont fait beaucoup sourire. Comme par exemple cette fois où tu t'es retrouvé sur un podium avec un ancien champion du monde de F1. C'était en 2002 dans la Yaris Stars Challenge. Oh oui. Où tu t'es retrouvé sur un podium avec Claire Regazzoni. Oui, je vais dire oui. En fait, c'était une coupe de VIP un peu, avec quelques pilotes pros jetés un peu là-dedans. Oui, tout à fait. À l'époque, en fait, 2002, c'est l'année où moi j'ai débuté réellement à l'autojournal. Donc mon passé sportif était encore assez récent. La Yaris Star Challenge, ça mélangeait à la fois effectivement des pilotes pros, des journalistes, il y avait toujours une voiture presse et des stars. Voilà. Et je m'étais retrouvée dans cette coupe. Effectivement, c'était... Alors, pour moi, ça, c'était pas de la course automobile, c'était plutôt vraiment de l'amusement. Oui. La voiture était rigolote à conduire, mais c'était pas une voiture ultra performante. Oui. Mais c'était plus un moment de convivialité que réellement de la compétition. Mais ça permettait aussi de faire de belles rencontres. Parce que ça paraissait complètement improbable pour moi de me retrouver effectivement à côté de Claire Regazzoni. Oui, ou dans un style différent, Caroline Barclay, Michel Holtz. Tout à fait. C'est très, très disparate comme sélection. Hein. Bon, on va revenir un petit peu à donc ta formation, entre guillemets. Tu finis par décrocher un BTS en mécanique industrielle. Oui. Tu trouves du boulot dans le sud, mais... on est très très loin de tes passions là. Dans quel état d'esprit tu étais à cette époque-là où tu sentais que le sport automobile c'était derrière toi et tu faisais un boulot qui était plus alimentaire qu'autre chose? Oui, alors après, il y avait plein de choses qui m'intéressaient dans la mécanique industrielle, mais c'est vrai que rapidement, je ne me voyais pas en faire une carrière parce qu'il me manquait quelque chose lié à l'automobile. J'avais passé tellement de temps déjà derrière un volant que voilà, et c'est vrai que j'étais un peu dans, je sais pas, l'expectative, me dire comment je peux faire, parce que on m'aurait dit à un moment donné, tu peux faire journaliste, ça m'aurait paru complètement improbable. Parce que, tout bêtement, j'avais plus d'appétence à l'école pour les matières scientifiques, d'où le fait d'avoir fait un bac scientifique et des études de mécanique industrielle. Et je ne me voyais pas du tout écrire. Donc, et alors, ça a été effectivement un peu un concours de circonstances, des rencontres, des gens qui m'ont dit, mais bon, peut-être que dans la presse, il y a peu de femmes qui essaient des voitures, ça pourrait être sympa. Et voilà, et c'est pareil, ça a été une question d'opportunité. La vie est parfois étonnante, et voilà, je me suis retrouvée à faire d'abord quelques piges, et puis rapidement, il y a eu une ouverture à l'autojournal, il y avait un renouvellement de l'équipe des essais.
Et puis voilà. Et puis je me suis lancée dans l'aventure parce que effectivement le sport automobile me semblait clairement derrière moi. Et voilà, il fallait que je me lance dans quelque chose de nouveau. Si on m'avait dit il y a plus de 20 ans maintenant que c'était parti pour 20 ans, j'aurais pas cru. Moi, il y avait un côté, j'étais un peu naïf, peut-être, enfin un peu... Ouais, j'arrivais là, c'était bien, j'allais faire... Candide. Ouais, j'étais complètement candide. Je me disais, je vais voir ce que ça donne, si ça me plaît. Et puis je me disais toujours que bon, j'avais un diplôme. Si ça me plaisait pas, si ça marchait pas, je retournerais dans l'industrie et je travaillerais sérieusement dans un bureau d'études ou dans quelque chose comme ça, quoi. Donc, et puis non, et puis en fait, voilà. Vous la voyez pas sourire là, mais elle était, en même temps qu'elle dit ça, elle était en train de se dire, mais c'était vraiment complètement idiot ce que je pensais. Ouais, non, j'étais très, très, très candide ou perdue, je sais pas, mais enfin, en tout cas, la vie a été sympa avec moi à ce moment-là. En tout cas, tu regrettes pas? Pas du tout. Pas du tout, parce que de toute façon, je suis pas quelqu'un capable de se forcer. Donc voilà, je peux pas venir au travail et faire un travail en me forçant. Je peux pas avoir des rapports humains forcés avec des gens non plus. Enfin, je ne sais pas faire semblant. Je suis d'une franchise parfois déroutante pour les autres. Enfin voilà, donc il y avait l'idée de me dire ça me plaît, c'est bien, ça me plaît pas, je partirai. Voilà, j'avais pas de... Et puis bon, quand on est même si la période devenait un petit peu compliquée, quand on est jeune, on n'a pas de responsabilité, on voit les choses aussi avec une forme d'insouciance. Donc c'est assez... D'ailleurs, on devrait la garder, cette insouciance. C'est pas facile, hein, pas facile. Tout à fait. Bon, ça fait donc maintenant, comme tu l'as dit, quelques années que tu es journaliste auto. Est-ce qu'il y a des souvenirs, des expériences particulières que tu as vécues pendant cette phase de ta carrière et qui t'ont marqué et qui resteront gravées? Ça reste un métier assez fantastique. Moi, bizarrement, donc c'est pas un métier dont je rêvais. Oui. Et j'ai découvert en le faisant qu'il faisait rêver beaucoup de gens. et ça a été assez surprenant, et c'est vrai que c'est un métier qui permet des rencontres, qui permet des expériences que peu de gens peuvent avoir. On a parfois même une vie, on a une vie qu'on pourrait pas vivre forcément avec un métier classique. On voyage beaucoup, encore une fois on rencontre des gens extraordinaires. Et puis on vit des expériences. Bon, après, moi, ce qui m'a marqué, ça a été un souvenir purement professionnel. Je pense que c'est... À l'époque, on avait monté un sujet à l'Auto-Journal, un spécial Ferrari, et on avait négocié avec Ferrari d'aller à Maranello pour essayer toute la gamme. Donc on était parti avec plusieurs rédacteurs. Et forcément, arriver à Maranello, je devais avoir 25-26 ans, arriver à Maranello, faire la connaissance de l'équipe technique, enfin c'était assez magique, et puis tourner sur le circuit, enfin c'était assez extraordinaire pour moi qui était, enfin je veux dire mon passé sportif était encore là, l'empreinte Ferrari, enfin ça reste une marque assez mythique. Et voilà, ça reste un super souvenir. Et puis ce métier m'a aussi permis de vivre des aventures extraordinaires. Alors, de nouveau lié peut-être un peu à la compétition auto, mais voilà, participer au Tour Auto avec Opel, ça a été quelque chose d'absolument génial, même si c'est pas une course de vitesse, c'est une course de régularité. Avec Anne-Chantal Powels. Avec Anne-Chantal Powels, qui est quelqu'un de absolument génial. Moi, quand on m'a dit, enfin, quand Opel est venu me proposer de me dire... est-ce que tu voudrais bien faire le Tour Auto avec Anne-Chantal? Et pour moi, Anne-Chantal, ça faisait justement partie de ces femmes qui avaient réussi en sport automobile. Certes, en tant que copilote, dans le rallye, moi, c'était pas mon passé, mon histoire,
Mais pour moi, c'était forcément génial, quoi. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait réussi à faire quelque chose de bien en termes de résultats, c'est grâce à elle. Et c'est quelqu'un d'absolument génial. Et voilà. Et puis, ce métier m'a aussi permis de rouler sur le grand circuit du Mans. Ouais. Alors ça, c'est aussi une autre aventure. Mais même si moi, je rêvais de Formule 1, les 24 heures du Mans, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai eu la chance avec Ford de faire le Mans classique. Ouais. Et si ça, c'est un truc, ça reste marqué. 4 heures du matin, le début des Hunaudières avec une voiture, certes, alors c'était avec une Ford T, donc autant dire que ça n'avait rien de très sensationnel. De 1923, je crois, ouais, c'est ça. Voilà. Ça doit être incroyable. Ça. J'avais dû réapprendre à conduire pour faire ça. Ah oui, parce que t'as les pédales à la noix. Mais il y a des pédales, il y a deux manettes pour les vitesses. Enfin, c'est une auto assez particulière à conduire. Mais voilà, mais ce lever de soleil sur la ligne droite des Hunaudières, c'était assez magique, avec quand même une voiture de course. Ouais. Est-ce que tu as gardé des contacts dans le sport auto ? Est-ce que c'est un univers qui te manque ou est-ce que tu as vraiment tourné la page ? Alors c'est pas un univers qui me manque parce que cet univers reste quand même lié à celui que je pratique aujourd'hui. Il y a des gens que je peux croiser. J'aime aller sur des circuits. J'ai été aux 24 heures du Mans cette année. J'ai tourné la page. La page, elle a été tournée il y a longtemps dans l'idée de faire carrière dans ce milieu-là. Mais je suis quand même restée dans l'automobile. Et bien sûr, si je vais sur un circuit, bien sûr que je croise plein de gens que je connais. Et ça m'est même arrivé, il arrive parfois, quand on est sur des essais de voitures sportives, où si le constructeur a un contrat avec un pilote, le pilote peut être présent pour éventuellement faire une démonstration de l'auto sportive aux journalistes. Et ça m'est arrivé de retrouver des copains dans ce genre de circonstances, qui a toujours été assez drôle. Alors on bosse dans une industrie qui est en pleine mutation, avec la transition écologique, l'électrification. Est-ce que tu n'as pas parfois l'impression de réapprendre ce métier ? Si, un petit peu. Alors, le métier de journaliste en lui-même ne change pas, puisque notre rôle, c'est d'informer. Mais c'est vrai que l'industrie automobile est tellement en train de changer. Et très vite. Très vite. Et en fait, c'est aussi ça qu'il faut qu'on suive cette vitesse. Voilà. Et ça, c'est pas forcément évident, parce que les gens aussi à qui on s'adresse, il faut aussi qu'ils arrivent à digérer presque toutes les informations et tous les changements. Passer à la voiture électrique, puisque c'est vers ce qui semble se dessiner. Et en fait, d'un autre côté, on ne sait pas si on a vraiment envie d'aller là-dedans à 100%, comme les politiques nous l'imposeraient presque. Voilà, ça crée effectivement beaucoup presque d'incertitude, enfin, il y a une sorte à la fois on voit l'horizon et à la fois c'est un peu le brouillard. Et puis, je veux dire, la mutation technique et technologique nous oblige à acquérir d'autres connaissances. Pas forcément d'autres compétences en tant que journaliste, mais d'autres connaissances. Et il faut les emmagasiner. Piger les chimies de batterie. Les chimies de batterie. Là aussi, c'est un truc... des batteries d'il y a 2 ans, c'est pas les batteries d'aujourd'hui, donc là aussi, ça va super vite. Il y a aussi maintenant... donc il y a toute cette partie, on va dire, technique de passer à la voiture électrique, mais il y a aussi le fait que sur les 5 dernières années, la voiture, c'est aussi un système multimédia embarqué. Je vais donner des exemples anecdotiques, mais c'est ouvrir sa voiture et démarrer sa voiture avec son smartphone, c'est devoir naviguer dans des menus d'une tablette alors qu'on conduit. Enfin, c'est aussi presque réapprendre à conduire et réapprendre à appréhender, c'est ce que nous sert beaucoup de discours au marketing, la mobilité et l'objet de mobilité. Voilà, qui n'est plus même forcément une voiture, enfin qui est aussi parfois un ordinateur sur roue. Donc c'est assez
Mais c'est super intéressant aussi. On est loin du karting. On est loin du karting et j'allais dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la conduite, ce qui, moi, m'a toujours guidée, elle passe au second plan aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a des voitures en plus qui du coup sont plus lourdes, donc déjà en termes de sensation, c'est plus la même chose. Bon, on a un moteur électrique, ça accélère fort, mais c'est vrai que en termes de plaisir de conduite, on a vite fait le tour. Non mais faut être franc et honnête. Pour des gens passionnés de mécanique et de l'objet automobile et de la conduite, voiture électrique, c'est voilà, comme tu viens de le dire, on en a vite fait le tour et c'est vite ennuyeux à conduire. Je veux dire, une voiture électrique, elle a beau accélérer, me faire un 0 à 100 en moins de 3 secondes, puisqu'il y en a, une fois qu'on a fait ça 2 fois, il ne se passe pas grand-chose, parce qu'effectivement, c'est des voitures lourdes, donc ils réagissent différemment. L'évolution a aussi fait que la sécurité a pris beaucoup le dessus. C'est une bonne chose, puisqu'on ne conduit pas que pour nous sur la route, on conduit aussi pour les autres. Et donc, voilà, ça fait des voitures qui sont lourdes, qui sont faites pour nous déplacer le plus agréablement possible, mais qui sont plus forcément construites avec l'idée, à quelques rares exceptions près, mais avec l'idée de se faire plaisir au volant. Mais est-ce que les gens ont encore envie de se faire plaisir au volant ? On arrive à se poser la question. Hein. Non, mais c'est la question. Je pense que, voilà, nous, on parle en tant que passionnés. Oui, c'est ça. Mais il faut aussi voir l'objet automobile pour 90% des gens, comme un objet utile. Voilà. Je vais presque dire comme au sein d'un foyer, comme le frigo ou la machine à laver. Oui, tout à fait. Et pour ces gens-là, l'idée, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est absolument pas critiquable. L'idée, c'est d'avoir une voiture pour se déplacer d'un point A à un point B. Et dans ce cas-là, on devient beaucoup plus rationnel. Combien me coûte la voiture ? Qu'est-ce qu'elle m'offre en termes d'habitabilité, d'équipement, de facilité de conduite. Et voilà, et on coche les cases. Et ça reste un objet, une voiture. Ça reste un objet qui se doit d'être pratique et qui rend un service. Donc si on le prend sous ce prisme-là uniquement, voilà, c'est pas forcément une passion pour tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, comme en plus les constructeurs investissent tellement de milliards dans cette transition que, en gros, tout ce qui faisait le sel, les petits modèles sportifs, ils disparaissent parce qu'ils n'ont pas les moyens de à la fois investir dans les batteries, les moteurs électriques, les plateformes, et en même temps satisfaire les 3% qui veulent s'acheter une GTI ou une sportive. Mais oui, tout à fait, parce qu'effectivement... il y a une uniformisation de l'offre, en fait, autour d'un tronc central qui est la voiture électrique. Oui. Mais parce que la législation pousse aussi à ça. Je pense que c'est pas forcément la volonté des constructeurs. Les constructeurs seraient peut-être prêts à garder des niches pour les passionnés, mais à condition qu'au moins elles soient légales. Enfin, je veux dire, quand on va vers le fait d'interdire la voiture thermique, oui, la question, elle ne se pose même plus de dire on va continuer à faire des petites GTI. Alors on peut essayer de faire des petites GTI électriques, c'est ce que certains veulent essayer de faire. Maintenant, pour des puristes, je ne suis pas sûre que l'électrique arrive à procurer la même émotion. Ou alors on peut rouler dans une voiture électrique avec des écouteurs et un bruit de V8 ou de V12 sur les oreilles, mais voilà. Ouais, ça fera pas oublier les 500 kilos de la batterie. C'est un peu ça. Alors je le disais en introduction, tu es membre du jury du Women's World Car of the Year, je le prononce bien ? Très bien dit. Alors d'ailleurs c'est amusant parce que Marie-Lisa Cossy, qui était l'invitée de l'épisode 43, est également membre du jury. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Alors, en quoi ça consiste ? C'est un ensemble de femmes à travers le monde, parce que j'ai plus le chiffre parce que il y a de nouvelles jurées régulièrement, mais on est un petit peu plus de 60. Et vraiment du monde entier. Hein. Du monde entier. C'est vraiment la particularité après à la fois du jury et des autos qu'on élit, parce que on essaie, parce que c'est parfois compliqué, et je vais y revenir par rapport aux structures des différents marchés.
on essaye d'élire une voiture mondiale. Et c'est pas évident parce que toutes les voitures ne sont pas vendues sur tous les marchés. Mais c'est aussi ce qui est intéressant dans ce prix. Donc voilà, donc on est un petit peu plus de 60 femmes à travers le monde et on remet un prix de la voiture de l'année, de notre voiture de l'année à nous. Et alors en quoi ça diffère de la voiture de l'année classique, entre guillemets, je vais dire celle des garçons, pour raccourcir, même s'il y a des femmes aussi dans le jury de la voiture de l'année. Oui, tout à fait. Et puis c'est pas, enfin, non, en tout cas, moi j'aime pas trop dire que c'est la voiture des filles, parce que la gagnante n'est pas forcément une voiture pour une femme. Ouais. C'est un jury composé uniquement de femmes. Mais c'est pas pour autant que c'est une voiture de filles. Alors est-ce que ça existe une voiture de filles? Mais parce que voilà, justement, en tout cas pour moi, ça n'existe pas une voiture de filles. Parce que je pense que ta voiture de fille à toi, ça serait pas forcément celle de ma voisine ou. Exactement. Donc après, il y a pas de différence. C'est un autre prix qui est décerné par un autre jury. Il y a beaucoup aussi de magazines qui remettent des prix à des constructeurs, à des voitures, et donc c'est la voiture de l'année c'est un peu, enfin voilà, nous on le traduit pas, le WWCOTI, mais voilà, mais c'est un autre prix. Et alors du coup tu rencontres des consoeurs du monde entier? Alors en plus, on essaye de se rencontrer. On a parfois un petit peu de mal, notamment parce que là on sort ça a été difficile. Moi j'ai intégré le jury l'année de la sortie du Covid. Ouais. Donc donc c'était compliqué de se rencontrer. Mais oui, on essaie. Alors on échange beaucoup par mail, et en tout cas au niveau européen, on essaie de se rencontrer. On essaie de se croiser sur les événements, sur les essais presse, ce qui n'est pas évident parce que selon les nations, on n'est pas forcément conviés au même moment à essayer les voitures. Mais voilà, mais effectivement, on essaie de se rencontrer quand on remet le prix. Chaque année aux constructeurs et de pouvoir échanger. Et alors est-ce que du coup ça t'est arrivé par ce biais-là d'essayer des voitures qui ne sont pas distribuées en Europe? Pas encore, parce qu'en fait, mais ça pourrait, parce qu'en fait l'idée c'est quand même qu'on essaie des voitures qui sont vendues sur notre marché. Ouais. Parce qu'elle n'est pas vendue sur notre marché, c'est quand même difficile de lui attribuer des points, mais ça fait aussi partie du jeu de ce prix. Pour donner des points à une voiture, il faut qu'on l'ait essayée, il faut qu'elle soit vendue sur notre marché, il faut que la voiture au global soit quand même vendue à minima. Pour être éligible au prix, il faut qu'elle soit vendue sur 2 marchés mondiaux. D'accord. Donc voilà, une voiture qui va être vendue qu'aux États-Unis ne pourra pas être éligible parce qu'il y aura vraiment que mes confrères américaines ou canadiennes qui pourront voter. D'accord. Alors, chers auditeurs, vous savez que vous pouvez suivre ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, et vous pouvez poser vos questions parce que j'annonce en général quelques jours avant mon invité. Et là, évidemment, j'ai 2 questions pour toi, Mélina. D'abord, une question de l'ami Pierre Desjardins. Est-ce que tu penses que ta carrière aurait été différente si tu avais été un homme? Carrière, du coup, de pilote et carrière de journaliste, je pense que la question vaut pour les deux. Oui, sans doute, mais il faut peut-être aussi dire, si j'avais été un homme, j'aurais peut-être agi différemment à certains moments de ma carrière aussi. Ouais, comme quoi par exemple? Peut-être que j'aurais été moins raisonnable, peut-être que je me serais peut-être plus entêtée par exemple à faire du sport automobile ou pas. Il y a peut-être aussi, c'est difficile parce que c'est quand même, ça remonte à quelques années maintenant, mais parfois j'étais tenace, mais j'aurais peut-être été encore plus tenace dans certains faits de course. Enfin voilà, il y a plein de choses, et forcément oui. Tu penses que tu aurais été plus combative sur le circuit si tu avais été un homme? Il y a peut-être des moments où
Un instinct de conservation Non, ça, l'instinct de conservation, non, ça, non. je n'y ai jamais cru. C'est quoi ça? Non, je n'y ai jamais cru, en tout cas pas me concernant. Et voilà. On en revient au fameux cliché qu'on colle aux femmes sur le fait que, voilà, pour accéder en F1, les femmes ont un instinct de conservation plus fort que les hommes. Non. Non, mais c'est difficile, mais en tout cas, oui, forcément, elle aurait été différente parce qu'il y a eu plein de moments quand même ça m'est arrivé clairement, quand je cherchais notamment des budgets, et on en revient aussi au plafond de verre, j'allais voir des sponsors. Alors, je pouvais y avoir les deux cas. Il y avait des gens qui avaient envie de me soutenir parce que j'étais une femme et qui trouvaient que c'était intéressant, mais je me suis aussi vue refuser des budgets parce que j'étais une femme. J'ai des souvenirs, c'était assez violent pour moi parce que j'étais jeune de dire ouais, moi je pourrais, mais une femme en sport automobile, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Ah ouais. Donc ça sert à rien que je vous soutienne puisque ma marque n'ira pas au bout du projet. C'était même pas que la marque était une marque masculine à 100% et que du coup être sponsorisée par une femme, c'était juste le pur sexisme en fait. Oui, c'était clairement mais ça sert à rien de vous soutenir parce que la personne était quand même au fait de l'environnement et disait mais une femme en Formule 1, vous n'y arriverez pas. Donc oui. C'est dur d'entendre ça. Ouais. Oui, c'est dur. Surtout quand surtout quand on est passionné, qu'on a 20 ans, 21 ans, et voilà. Qu'on n'a pas encore la carapace et le cuir qu'il faut se forger dans la vie. Mais donc oui, forcément, elle aurait été différente. Et professionnellement, même si le milieu de la presse auto est quand même très ouvert, je pense que ça reste un milieu où la progression professionnelle est plus facile pour les hommes que pour les femmes, et où je pense qu'il reste des disparités de salaire entre les hommes et les femmes. Il faut pas, sachant que c'est pas exclusif à la presse. Non, c'est pas exclusif. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tout à fait, c'est que le milieu de la presse n'est pas épargné par le phénomène global et sur les inégalités qui perdurent entre les hommes et les femmes en France et en Europe et encore dans beaucoup de pays, même si on n'est pas les plus à plaindre. Voilà, il y a encore du chemin à faire de ce point de vue-là. Au même titre qu'en sport automobile, moi, quand je suis rentrée dans la presse auto, à la fois, moi, je voyais pas du tout le milieu comme étant particulièrement machiste, mais il y avait peu de femmes qui faisaient réellement des essais auto. Et il y avait un côté, les anciens étaient un peu bousculés dans leur repère, on va dire. Tu t'es pris des réflexions. Mais oui, après c'était pas du tout méchant, mais bien sûr que j'ai eu des réflexions, mais de la part de constructeurs aussi, oui, bien sûr. Bien sûr, les constructeurs, moi, mon rédacteur en chef avait aucun, et puis j'avais un passé sportif qui faisait que. Mon rédacteur en chef m'envoyait sur des essais de voitures sportives et oui, mais vous nous envoyez une femme. Oui. Et alors oui, mais alors notre voiture, elle fait plus de XXXX chevaux, c'est une voiture sportive. Et alors? Oui. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que parfois c'était même des femmes qui faisaient ce genre de réflexion. Des attachés de presse ou... Voilà. Alors là, je le dis un peu brut de fonderie, ça pouvait être beaucoup plus fin dans la formulation. Voilà, c'était amené avec beaucoup plus de délicatesse, mais le fond était là, quoi. Voilà. Bien sûr. Ça c'est bien. Oui, je pense que ça a quand même bien changé. Non, ça s'est bien estompé parce que notamment il y a eu une prise de conscience il y a peut-être justement une vingtaine d'années que l'achat automobile était largement guidé. Je parle d'un achat automobile au sein d'un foyer, était aussi largement guidé par les femmes. Monsieur n'achète pas forcément la voiture qu'il veut. D'ailleurs, souvent, il rouspète. Aussi. Une question d'Olivier. Quelle était ta toute première voiture ? Alors, ma toute première voiture, à moi que j'ai conduit, c'était une Clio 16S.
Ah bah ça va, c'est Ouais, pas ouais, mal. Tu démarrais bien. Non, mais alors à l'époque, je faisais la Coupe Clio, justement. Ouais. Donc en fait, j'avais ma voiture. Alors c'est pas la même voiture exactement, hein, parce que j'avais une voiture pour la course, mais j'avais eu envie d'acheter l'équivalent en voiture de route. Hein. Donc mes parents étaient très compréhensifs. J'avais acheté une bonne occasion. J'avais eu la chance de racheter une voiture d'un sponsor qui était loueur de voitures. Donc il y avait une Clio 16S dans son parc. Et voilà, je l'avais rachetée. Il m'avait fait un super prix. Voilà, c'était ma première voiture. Je ne l'ai pas gardée longtemps parce que je me la suis faite voler. Ah oui, bah oui. Ça se volait bien, ces trucs-là. Ça se volait très très bien, très très facilement. Je me la suis faite voler. Et après, je me la suis faite voler, je l'ai retrouvée. Ça a été, voilà, de ce point de vue-là, c'était une voiture un peu. Enfin, je partais pas toujours sereine, je pouvais pas la garer n'importe où. Ouais. Enfin, donc, comme quoi, c'est pas tout neuf l'histoire. Donc après, je suis restée sur une Clio, ça reste une voiture. Une Clio diesel, c'était beaucoup moins drôle. Mais celle-là, tu te l'es pas fait tirer. Et celle-là, je me suis pas fait voler. Est-ce que dans ton garage, tu as des petits trésors que tu bichonnes, ou est-ce que toi, tu ne t'attaches pas aux voitures? J'ai honte aujourd'hui, j'ai pas de voiture. Je précise que ça arrive souvent de la part des journalistes automobiles qui vendent une voiture d'essai à une autre et qui du coup ne vendent pas forcément eux-mêmes. Il y a ma situation professionnelle qui fait qu'effectivement, j'essaie beaucoup de voitures. Il y a aussi le fait que professionnellement, je suis parisienne aussi, puisque les rédactions, enfin la rédaction est juste à côté de Paris, et qu'à Paris, j'ai pas l'utilité d'avoir une voiture, et qu'après, j'ai pas la place effectivement pour pouvoir même avoir une voiture purement plaisir que je pourrais utiliser le week-end. Mais enfin, après, j'ai eu des voitures quand j'ai eu des voitures, je dirais, courantes pour pouvoir aussi m'en servir. Mais là, actuellement, j'ai pas de voiture. Et même l'idée, je sais pas, de t'offrir une Caterham pour faire des week-ends de circuit, ça te démange pas un petit peu? Plus maintenant, c'est vrai que plus maintenant, même faire du circuit, alors j'aime toujours ça, mais j'essaie quand même encore parfois des très belles voitures, des voitures sportives, sur la route ou sur circuit, puisqu'on a aussi la possibilité d'utiliser des circuits pour faire nos essais. Et je suis comblée parce que en plus quand même, j'ai eu cette chance immense de pouvoir faire du sport automobile, de pouvoir quand même faire des saisons complètes, que ce soit en kart, et de pouvoir vraiment vivre ma passion à fond et au bout. Et je sais pas frustrée, quoi. Je suis pas frustrée parce que même si à un moment donné ça a été une grosse frustration d'arrêter, aujourd'hui je suis pas frustrée parce que je l'ai vécu à fond, et je sais aussi tout ce qu'il faut faire pour, entre guillemets, aller faire un temps, par exemple, et vraiment aller au bout d'une voiture. Et aujourd'hui, le sport automobile, ça reste un sport qui demande de l'entraînement. Si vous arrêtez de rouler sur circuit, vous, entre guillemets, vous perdez la main. C'est exactement comme, je sais pas moi, un coureur de fond qui va arrêter de s'entraîner. À un moment donné, il va plus faire les mêmes temps, ou il va plus avoir la même endurance. C'est pareil. Là, pour péter un temps, comme on dit, il faut être tout le temps dans le rythme. Et aujourd'hui, si je vais sur un circuit, oui, je vais m'amuser, mais je sais que sur une après-midi, sur un week-end, si je ne le fais pas tous les week-ends, je vais pas retrouver mes sensations. On va pas se séparer comme ça. Tu vas devoir passer sur le grill des 4 questions rituelles. Ah, tu ne t'attendais pas à ça. Surprise. Est-ce que tu fais des recherches des fois sur les sites d'annonces automobiles, et si oui, quelle est ta dernière recherche?
Non, j'en fais pas. Bah oui, En fait, du coup. j'en fais pas parce que sinon, là, ça pourrait me donner des envies. C'est Voilà. souvent une réponse qu'on me fait, ça. Ça pourrait me donner des envies. L'accident bête. Et là, je pourrais être frustrée. Donc, j'évite. J'évite parce que ça peut m'arriver d'aller sur des sites d'annonces pour des questions professionnelles. Et effectivement, ça peut très vite déraper. Quel est ton meilleur souvenir de road trip? Pro ou perso, hein. Alors, un vrai road trip, c'est pro. En 2011, si ma mémoire est bonne, ou en 2010, j'avais fait un Pékin-Shanghai avec l'Audi Q3. Ouais. Et ça reste un grand moment et un très bon souvenir aussi, avec des belles rencontres aussi humaines, parce que c'était pas forcément un essai, c'était pas un essai classique, c'était vraiment un road trip, et avec des confrères étrangers ou d'autres presses que la presse automobile. Donc voilà, ça reste un super souvenir. Et puis bon, moi je connaissais pas la Chine et c'est pas forcément un pays qui m'attire, mais qui reste quand même assez étonnant. Et la circulation chinoise, je ne sais pas comment elle est aujourd'hui, mais à l'époque était aussi assez étonnante. Ton garage idéal, sans limite de budget, t'as droit à 4 voitures, ça doit quand même à peu près convenir à ta vie. Sans limite de budget, mon garage idéal, Ouais. je pense qu'il y aurait forcément une 911. Ouais, celle-là elle revient Je- très souvent. Oui, parce que ça Alors, reste laquelle? la sportive. Alors voilà, la Parce que là, grande question, c'est laquelle? Depuis 1963, il y en a eu quelques-unes, donc... Au risque d'étonner, ce serait sans doute une Targa Ouais. et pas forcément ultra moderne. Mhm. Donc, ouais, une ancienne. Les Targa des années 70, quoi. Ouais, peut-être des Avec années la- 70, ou alors ça peut même être jusqu'à la génération des 964. Mhm. Voilà, qui pour moi est le point de bascule entre la 964 et après les 993. Donc ouais, il y aurait sans doute ça. Il y aurait une Fiat 500, mais une ancienne. Ouais. Euh, Pourquoi la 500? Je te pose la question parce que je pense que tu es la première qui me met une Fiat 500 dans son garage idéal. oui, parce que puis en plus une ancienne, Oui, c'est une vraie avec merde. le bicylindre qui avance Ouais, pas. c'est une vraie voiture ancienne avec l'assurance de pas démarrer le matin, avec toutes les merdes que ça peut impliquer d'avoir une voiture, parce que je trouve cette voiture absolument géniale. Elle a une bouille d'enfer. Donc j'avais fait un sujet avec une Fiat 500 de 1971 comme ça. Oui. Donc en plus, pour en avoir conduit, je sais que c'est quand même une aventure, hein, donc, notamment dans la circulation moderne actuelle. Oui. Parce que on fantasme toujours les voitures anciennes, mais pour certaines, quand même, c'est compliqué de rouler avec les autres. Mm-hmm. Parce qu'en plus, les autres ne sont pas au courant des problèmes d'une voiture ancienne. Donc moi, je me souviens très bien en Fiat 500 dans Paris, de devoir revoir tous mes réflexes. Parce que la maman qui se jette sur le passage piéton, qui a parfaitement le droit de se jeter avec sa poussette sur le passage piéton, en me voyant arriver, certes à bonne distance, ne sait pas que, même si moi je suis à 30 km/h et à bonne distance, je suis dans une Fiat 500 qui ne va pas s'arrêter aussi facilement qu'une Clio moderne. Donc voilà, donc c'est tout ça. Donc ça vous oblige vraiment à conduire pour les autres. Mais non, mais elle a j'adore la Fiat 500. Elle a une bouille absolument craquante, au même titre qu'il y aurait peut-être une Mini Cooper dans pareil, une ancienne. Ouais. Aujourd'hui dans mon garage idéal. Et puis donc là, ça en fait déjà 3.
Il n'y a pas vraiment de délit, non, à moins que tu fasses un délit de la 911, mais voiture de tous les jours. Voiture de... Mais une 911, c'est une voiture, ça peut être une voiture de tous les jours. Même c'est une ça. Targa un peu ancienne. Oui, quand même. Parce que si on va pas chercher une... Enfin, la 911, c'est la force de cette auto, c'est que rapidement, c'est devenu, contrairement à une Fiat 500, c'est devenu une voiture moderne et facile à conduire. Il faut pas aller chercher les 356, mais à partir des années 70, une 911, vous montez dedans, vous démarrez, ça démarre et ça se conduit comme une voiture moderne. Et après, et même moi, je trouve que alors, pas forcément les très très anciennes, mais justement les 911 des générations 964 ou les premières 993 ou même un petit peu avant la 964, c'est des voitures qui sont plus faciles à utiliser au quotidien que les actuelles 911, qui sont devenues très grosses, enfin, beaucoup plus grosses. C'est commun à toutes les voitures. Vous prenez une citadine, même une Clio, les premières Clio et les Clio d'aujourd'hui, les voitures ont beaucoup grossi. Et la 911 a énormément grossi. Et donc finalement, une 911 un peu ancienne, au quotidien, c'est facile à utiliser. C'est pas une voiture... Alors si le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est une voiture très basse, qui dans la circulation, il faut apprendre à appréhender, je dirais, les gros SUV. Les autres ne vous voient pas forcément. C'est toujours pareil, il faut conduire pour les autres et pas pour soi. Mais sinon, c'est une voiture assez simple. Et une quatrième voiture, alors très honnêtement, pourtant il y a de super voitures, mais je mettrais pas dans mon garage idéal des vraies pompes à feu. À la fois, c'est des voitures fantastiques, mais j'aurais pas forcément une Ferrari ou une Lamborghini. T'arriverais pas à l'assumer? Là, pour le coup, je trouve que c'est des voitures plus compliquées à sortir au quotidien. Hein. Donc, moi, je le vois quand j'essaie ces voitures. Parce que la voiture reste un objet social. Les gens ne vous perçoivent pas du tout de la même manière selon la voiture dans laquelle vous êtes. Et moi, c'est peut-être encore plus vrai quand tu es une femme. Et c'est encore plus vrai pour une femme, oui. Là aussi, j'ai eu quelques réflexions. Donc forcément, on voit bien quand on change de voiture tous les jours et qu'on va passer d'une Clio ou Dacia Sprint à une Lamborghini Aventador ou je ne sais quoi, le regard change et on est en mesure de percevoir si c'était ma voiture, si effectivement j'ai un garage idéal, est-ce qu'à un moment donné j'ai envie de renvoyer cette image-là ou est-ce que j'ai envie qu'on me regarde comme ça. C'est un peu ça. Ouais. Donc quand c'est pour une journée, non, et puis... Même pas une petite Alpine A110. Alors oui, je dirais... Celle-là, elle revient très souvent, hein. C'est pour ça que je la glisse. C'est la voiture moderne, pour le coup, qui... Ouais, que je pourrais... Mais qui est, je trouve, plus difficile peut-être, encore qu'elle est facile, mais qui est pas forcément facile à vivre au quotidien, parce que justement, là, c'est une toute petite voiture qui, dans la circulation... Voilà, mais oui, il y aurait une Alpine A110. Et alors, si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait? Si je devais conduire une seule auto... Jusqu'à la fin de tes jours. Ah, elle est dure, celle-là. Et sans limite de prix. Enfin, on reste dans le délire open bar. Toujours... en fait, j'hésite. Par rapport à mon garage idéal, j'hésite entre la 911 ou l'Alpine. Ah oui. C'est dur, ça, oui. C'est dur. Peut-être pour son côté intemporel, la 911. Oui. Puisqu'elle a il y a vraiment... Même si l'Alpine a aussi un côté intemporel, il y a quand même eu... la 911 est plus... donc ça pourrait être une 911. Oui, c'est plus une icône. C'est plus une icône. Oui. Une icône, ça reste plus une icône. Eh bien Mélina, merci beaucoup pour ce temps passé avec nous. Merci à toi, merci à vous. Donc évidemment, on te retrouve dans l'Autojournal, aussi dans Auto Plus et dans Sport Auto occasionnellement. Ça arrive.
On te retrouve sur les réseaux sociaux, tu es sur Instagram ? Non. Non. Non, je suis vraiment pas douée pour ça. J'ai effectivement un compte Instagram, mais que j'alimente très très peu. Et je suis un petit peu sur les réseaux professionnels, mais là, c'est vrai que c'est quelque chose que... Voilà, c'est assez cohérent avec moi, mais je suis très peu présente. On peut me retrouver un petit peu sur Sud Radio le dimanche matin. D'accord. Mais voilà, mais je suis très peu présente sur les réseaux sociaux. D'accord, ça marche. Eh ben écoute, merci Milena, et à une prochaine. Merci, à bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce 59e épisode d'Histoire d'Auto. Merci à toutes et tous de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, eh bien, abonnez-vous, que ce soit sur les plateformes de podcasting comme Spotify, Amazon Music ou YouTube aussi. On est présent sur YouTube. Évidemment, il n'y a pas de flux vidéo, hein, c'est juste de l'audio, mais voilà. Vous pouvez laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu, suivant la plateforme. Ça aide à faire connaître ce podcast d'une nouvelle audience. Comme je le disais pendant l'enregistrement, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. Si vous voulez me contacter, eh bien vous avez le mail histoiredauto@gmail.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Histoire d'Auto. Ciao.